Il y a un phénomène majeur qui a été totalement sous-estimé par nos armées, parce que je nous inclus à l'intérieur, alors qu'on en a juste l'exemple depuis 4 ans en Ukraine, c'est le rôle crucial des drones. Aujourd'hui, on est déjà en guerre mondiale sur l'approvisionnement des composants, sur la maîtrise des écosystèmes, sur les câbles sous-marins. Tout ça, c'est déjà parti. L'arme du pauvre utilisée par les Iraniens, c'était une évidence. Je ne sais pas quelles mouches les ont piquées. En tout cas, j'ai qu'une conviction, c'est que plus rien ne se passe en France. Plus rien. Donc tout ce qui concerne le numérique, c'est à Bruxelles. C'est pas à Paris. L'open source intelligence, finalement, leur a permis de désigner les premières cibles et de décapiter la tête. Si simplement on rassemblait les armées des 30 pays européens, on aurait la deuxième armée du monde. On aime bien commencer avec les bonnes nouvelles lorsqu'on lance un risque summit. Donc on va parler de géopolitique. Et donc pour bien commencer la journée, ma première question pour mes intervenants, est-on à la veille d'une troisième guerre mondiale où l'attaque en Iran est-elle un énième conflit régional de courte durée, comme on en connaît malheureusement souvent au Moyen ou Proche-Orient? À vous de voir. Donc les amis, est-ce que vous allez rassurer notre public ? Guillaume. Ce qui est intéressant quand il y a des situations de guerre, c'est ne pas se laisser aveugler par ce qu'il y a de plus voyant. Et malheureusement, c'est le cas dans les médias, dans lesquels j'aime bien intervenir, parce qu'on a l'impression qu'on est comment dire, complètement désorienté par ce qui fait le plus de lumière et de fumée. Et on oublie tout ce qui se passe derrière. Typiquement, actuellement, on ne parle que de la guerre contre l'Iran, alors qu'en fait, la guerre contre l'Ukraine continue et, à mon avis, est extrêmement plus menaçante pour les pays européens que ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Mais voilà, c'est la difficulté avec les médias. En fait, c'est aussi une guerre de l'information, bien sûr, mais quand on entend Donald Trump, qui ne se souvient pas de ce qu'il a dit la veille, expliquer que la guerre est quasiment terminée et que les Iraniens n'ont plus rien, on est pris en flagrant délit de délire. C'est-à-dire que le jour même, le président français, Emmanuel Macron, est obligé de dire c'est pas la peine d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre que l'Iran et le Hezbollah continuent à tirer, puisque c'est au quotidien. Donc c'est une situation à laquelle, à mon avis, les Américains ne s'étaient pas si bien préparés que ça, parce que le cœur de ce conflit, c'est le temps. En fait, Donald Trump n'a pas beaucoup de temps devant lui, politiquement, pour pouvoir soutenir ce conflit. Peut-être, ça fait déjà 2 semaines, c'est le 13e jour du conflit, peut-être qu'il lui reste 2 semaines à peine avant d'être obligé de sortir du conflit qu'il a initié, faute de soutien et puis du fait des dégâts qui sont de plus en plus importants. Et de l'autre côté, il y a un phénomène majeur qui a été totalement sous-estimé par nos armées, parce que je nous inclus à l'intérieur, alors qu'on en a juste l'exemple depuis 4 ans en Ukraine, c'est le rôle crucial des drones. En fait, les Américains et les Israéliens s'étaient remarquablement préparés à l'interception des fameux missiles iraniens. Et je vous laisse imaginer comme c'est compliqué techniquement d'intercepter des missiles balistiques qui ont des vitesses de plusieurs fois le Mach, en essayant qu'il n'y ait pas trop de dommages collatéraux. Ils y sont bien arrivés. Mais par contre, les drones les ont totalement surpris. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'Iran en dispose de 10 à 100 fois plus que de missiles. Mais surtout, un drone, c'est une vraie merde. C'est un truc qui vaut 10 000 €, qui est quasiment impossible à détecter, qui est très difficile à neutraliser sans y perdre sa culotte, surtout quand, comme dans les pays du Golfe, on tire des missiles patriotes à $1 million pour intercepter ce truc qui en vaut 10 000. Et au fond, on ne sait pas les détruire. On ne sait pas détruire les stocks, parce que ça peut être mis dans un garage, ça peut être mis dans une boîte en bois, transporté derrière un pick-up. Du coup, ces drones font peser une menace qui va bien au-delà de ce qu'on commente depuis 2 jours, la bataille navale du détroit d'Ormuz. On dirait le titre d'un livre. Pardon, mais en fait, on n'a pas besoin de mines et on n'a pas besoin du détroit d'Ormuz. Les 2 tankers qui ont été incendiés hier par les Iraniens, ils étaient du côté de l'Irak. Et ils ont été incendiés par des drones à 10 000 $ l'unité. C'est pour ça d'ailleurs que la marine américaine a annoncé hier qu'elle n'ira pas escorter les tankers et les bateaux d'ailleurs qui emportent en sens inverse
toutes les denrées nécessaires pour les pays du Golfe, parce qu'en fait, c'est même pas le détroit d'Ormuz qui constitue un goulot d'étranglement, c'est l'intégralité du Golfe Persique. Et aujourd'hui, personne ne sait garantir de se défendre contre ces appareils qui finalement font peu de dégâts. En réalité, c'est l'équivalent d'un obus, un drone, c'est rien par rapport à un missile, mais qui font peser une menace permanente. Et là, on en vient au sujet, bien sûr, du régime des Mollahs, qui a été décapité dans les premiers jours, mais qui, en fait, a développé une capacité de résilience incroyable, surtout parce qu'il s'y prépare depuis des décennies, et que par conséquent, cet affrontement-là les a tous sauf surpris. Et là, on arrive à cette confrontation du temps entre un Donald Trump qui, politiquement, ne peut pas le soutenir longtemps, et un régime des Mollahs qui joue son existence et qui, donc, a besoin d'enliser le conflit, et qui va tout faire pour l'étendre et qu'il y ait le plus de conséquences possibles sur les opinions publiques. Et du coup, là où les premiers jours, et je termine avec ça, les Iraniens avaient plutôt préprogrammé une riposte qui, au fond, visait des installations militaires américaines comme contre Israël, se sont rapidement aperçus que l'impact des dommages collatéraux sur la société civile était beaucoup plus important que d'abîmer la piste d'aviation dont les Américains n'ont pas besoin. Et donc, ils ont complètement changé dès le 4e jour de stratégie, parce que eux, malheureusement, ils en ont une. C'est qu'en fait, ils sèment le chaos dans toute la région et ils essayent même de l'étendre au niveau du monde. Et par conséquent, on réalise que la puissance militaire des Américains et des Israéliens, qui en fait est limitée par le fait qu'ils n'ont que des capacités aériennes pour attaquer l'Iran, se heurte à une capacité de résistance des Iraniens. Et si tout ça ne se dénoue pas dans les semaines à venir, eh bien, ce sera très, très compliqué. Et ça nous fait oublier la guerre en Ukraine sur laquelle on reviendra. On y reviendra. Mon général, une observation en préparation des armées, peut-on réellement dire ça ? Merci pour la question. Et donc, je voudrais compléter ce que disait Guillaume sur la Troisième Guerre mondiale. Alors, moi, je pense qu'elle n'aura pas lieu dans ce qu'on a connu, dans la forme qu'on a connue, avec une déclaration formelle et toutes ces choses-là, dans le domaine des champs physiques. Mais je pense qu'elle a déjà commencé. Elle a déjà commencé dans un monde que vous connaissez bien, qui est le monde digital. Et aujourd'hui, on est déjà en guerre mondiale sur l'approvisionnement des composants, sur la maîtrise des écosystèmes, sur les câbles sous-marins. Tout ça, c'est déjà parti. Et en fait, aujourd'hui, quand on regarde la partie visible, comme c'était mentionné, on peut regarder et dire il n'y a que l'arme aérienne. Oui, il y a peut-être que l'arme aérienne, mais il n'y a pas que l'arme aérienne. Il y a tout l'espace digital. Et aujourd'hui, ce n'étaient pas des éléments qu'on évoquait quand on parlait de guerre. On parlait char, bateau, avion, on parlait domaine physique. Or, aujourd'hui, on a quasiment une inversion du métal et du digital, avec une capacité, celui qui a la capacité à dominer l'espace digital, eh bien, finalement, va avoir la capacité ou va avoir la transparence du champ de bataille et va pouvoir agir dans des points particuliers, ce qu'on voit aujourd'hui, et se repositionner assez rapidement. Alors, dans cette guerre qui était évoquée, savoir quelle est l'issue, aujourd'hui, on ne voit que la partie, je dirais, émergée, les frappes de drones sur certains systèmes, contrer les missiles balistiques. En fait, on n'a pas tapé les lanceurs, on a tapé les radars. Si vous regardez ce qui s'est passé aux Émirats arabes unis, en Arabie, ou tous les pays là-bas, donc tous les radars ont été tapés. Et ça rejoint ce que je vous disais, c'est qu'en fait, on enlève la capacité à voir et à pouvoir se positionner dans cet espace digital. Voilà, donc c'est un peu la transformation que je vois et dans laquelle il va falloir évoluer, maîtriser cet espace digital. Et je dirais, en application, pour tout ce qui concerne le cyber, ça dépasse largement le champ des armées, puisque en fait, ça touche aussi, et c'était mentionné ce matin par le DRSD, ça touche aussi tout le deuxième cercle, tout le système économique, toutes vos entreprises. Et la question que je me poserais si j'étais dans des entreprises comme vous, c'est aujourd'hui, c'est pas de savoir les cas extrêmes, c'est tous les jours quel peut être l'impact d'une crise régionale dans le domaine physique sur mon activité dans le domaine cyber.
L'œil du marin, peut-être. Oui, moi j'ai un complément, notamment sur ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz, parce que je tombe un peu dénu, quoi. Moi j'ai passé des mois et des mois de patrouille dans le détroit d'Ormuz en 86, 87, on est revenu en 91, on est revenu en 95 et on est revenu en 98. Et bon, et là j'ai arrêté ma période de navigation principalement. Après j'ai navigué ailleurs, mais l'arme du pauvre utilisée par les Iraniens, c'était une évidence. Je ne sais pas quelles mouches les ont piqués, mais déjà les Irakiens qui larguaient les Iraniens pardon, qui larguaient des mines en haut du golfe Persique ou arabo-persique, sont côté où on est. Et ça a toujours existé. On est escorté, on a failli perdre des bateaux. Les Américains ont perdu 2 bateaux en 91, juste avant l'ouverture des hostilités. Donc c'est pas quelque chose pour les militaires en particulier, c'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la deuxième arme du pauvre, comme tu l'as parfaitement dit, c'est les drones. Et effectivement, avec ces deux armes de pauvres, ils peuvent les fabriquer dans leur garage. Les mines, c'est des trucs qui existent depuis la guerre de 14, ils ont des stocks épouvantables. C'est pas des armements compliqués. Ça demande pas beaucoup de moyens militaires de haut niveau pour les mettre en place. Donc c'est effectivement, comme tu l'as bien dit, la guerre du temps. Et bien, le temps, il travaille pour l'Iran et pas pour les Américains. Si je reviens maintenant sur ma deuxième vie militaire, qui est plutôt celle dans le domaine du numérique, et là, je suis complètement d'accord. Il y a une certaine forme de guerre. Je ne sais pas si c'est la Troisième Guerre mondiale, mais en tout cas, il y a une confrontation. Et l'espace numérique, qui était au départ un espace bisounours, qui a accompagné la mondialisation heureuse, dès les années 2010 et 2010, est devenu un espace de conflictualité et de confrontation dans lequel toute organisation se bat pour avoir une certaine prédation sur les données. Je ne vais pas vous refaire toute l'histoire, mais bon, vous savez très bien ce que c'est que l'Internet. Mais à partir de 2000, toutes les nations ont conceptualisé l'utilisation de l'espace numérique à fin de combat, et c'est devenu, y compris au sein de l'OTAN et y compris chez nous en France, un espace comme l'espace maritime qui est planifié, qui est étudié au CPCO. Vous avez une zone qui s'appelle la zone numérique, et vous planifiez des opérations dans la zone numérique en même parallèle de quand vous planifiez les opérations dans le monde réel. Le CPCO, c'est Le CPCO, c'est le centre de préparation et de conduite des opérations. C'est le centre qui est enterré à Ballard, dans lequel toute la supervision des opérations françaises est faite. Et après, il y a les troupes sur le théâtre qui conduisent la manœuvre plus tactique. Donc la manœuvre tactique cyber française que Émeric Bonnemaison, moi j'ai commandé aussi, se passe à partir du CPCO. Et puis après, vous agissez à 10 000, 20 000 km de distance. Voilà, donc conceptualisé à partir des années 2010, des années 2010, création de commandements cyber à peu près partout, en Chine, en Russie, en Iran, et en France, aux États-Unis, en Angleterre, vous pouvez prendre tous les pays à peu près. Et à partir de 2010, vous commencez à voir des attaques qui sont vraiment une combinaison de choses. Bon, je ne vais pas revenir sur Stuxnet, vous en avez des tas dans tous ces genres. Et à partir de 2013-2014, nous, Français, on avions vu monter des attaques informationnelles dans l'espace informationnel, principalement Daesh, en langue francophone, avec l'utilisation de la propagande comme arme de guerre, justement pour semer le chaos chez l'ennemi. Et voilà, donc c'est pas des choses qui sont nouvelles. La particularité après, c'est qu'à partir de 2015, avec la transformation numérique, toute la montée vers le cloud, le big data et tout ce que l'on veut, et là, comme les prémices de l'IA, on a commencé à se poser la question, qui sont les partenaires à qui on confie les données? D'où l'arrivée du thème de la souveraineté numérique à partir de 2018, et une relation avec les grands fournisseurs américains qui restait une relation commerciale plutôt de confiance, mais avec un rapport commercial. Et côté États-Unis, on était clairement dans une guerre commerciale, mais ça reste une guerre commerciale. Toujours été clair que les États-Unis voulaient conserver leur suprématie sur l'espace numérique et se mesurer à la Chine, parce que c'est ça qu'il faut aussi garder en ligne de fond dans toute cette compétition géopolitique. Il y a une ligne de fond entre la Chine et les États-Unis, ayant un certain nombre de moyens de grandes entreprises, peut vous garder la mainmise un petit peu sur le monde occidental. Avec l'arrivée de Trump, ça a changé. Parce qu'avec l'arrivée de Trump, vous avez un système politique de MAGA qui voit une association entre une partie de la Silicon Valley qui prône une sorte d'approche libertarienne de l'utilisation du net pour faire du profit. Lisez les écrits de Peter Thiel, le fondateur de Palantir, ou même
de certains autres, ils conçoivent un homme nouveau, ils conçoivent le net comme un open bar. Toutes les associations, toutes les fondations de régulation du net que vous trouviez aux États-Unis ont quasiment toutes disparu ou ont perdu leurs finances. Donc vous êtes vraiment dans une bascule où le numérique est devenu une arme géopolitique de conquête et de supervision pour nos amis américains, et il ne s'en cache plus. Et quand si vous avez envie de vous amuser, tapez sur ChatGPT ou plutôt sur le chat de Bisralahi, quelle est la mission de Palantir, et vous avez la première ligne, garantir la suprématie des armes, suprématie de l'Amérique dans la course aux armements de l'IA. Donc je trouve on n'est plus dans le rapport commercial traditionnel, et c'est quelque chose qui a changé, et c'est quelque chose qui touche aussi les entreprises, dont vous êtes bien souvent bien conscient. Mais écoutez, merci pour cette introduction. Je suis rassuré, donc je n'ai pas besoin d'aller me réfugier dans mon bunker après le risque summit. Parlons des Européens. On peut voir qu'ils sont pour le moins divisés par rapport à l'offensive en Iran. On voit donc l'Espagne qui se fait houspiller par Donald Trump, l'Italie qui s'inquiète, la France qui est prévenue au dernier moment, a priori. Donc qu'en est-il de l'unité politique européenne par rapport à cette intervention et à l'embrasement du monde? Est-ce qu'elle existe? Comme je suis rodé aux médias, je ne réponds jamais aux questions qu'on me pose. Ça me permet de pouvoir raconter à peu près ce que je veux. Mais je vais faire semblant. En fait, la question, pour moi, la plus prégnante aujourd'hui en Europe, c'est la guerre russe contre l'Ukraine. Et paradoxalement, cette guerre risque d'être pliée très rapidement. Parce qu'en fait, quand Trump... En Ukraine ou en Iran? En Ukraine. En Ukraine, très rapidement. Très rapidement. Pourquoi? Parce que Trump n'a pas les moyens de faire durer cette guerre contre l'Iran. Et dès qu'il aura terminé, il voudra mettre fin à cette guerre en Ukraine, sur laquelle on commence à avoir de sérieux doutes sur les deals qui ont été passés par ses envoyés spéciaux, son gendre et Steve Witkoff, avec les Russes, sachant que ce sont les mêmes qui négocient sur l'Ukraine et qui négocient sur l'Iran et qui négocient sur Israël. Donc c'est impossible qu'il n'y ait pas eu de lien entre ces différents conflits. Or, Trump veut stopper cette guerre parce qu'il estime que c'est mauvais pour son business. Il se fout complètement des conséquences. Ça se fera au détriment des Ukrainiens. Les Russes viennent d'annoncer la semaine dernière à Genève qu'en fait, ils étaient prêts à accepter les garanties de sécurité sur lesquelles butait l'accord. Et donc, s'ils acceptent les garanties de sécurité, les Ukrainiens seront obligés de céder la partie du Donbass qui manque aux Russes et qui, dans les yeux des Américains, représente 1% du territoire, quantité négligeable, même si c'est la surface du département de l'Ardèche, dont ma femme est originaire. Mais ça n'a pas de rapport avec l'Ukraine. La guerre sera pliée, mais en réalité, la paix ne sera pas revenue. Et c'est ça qui posera problème, c'est que l'Europe va probablement s'installer dans une situation chronique de menaces et d'incertitudes. Et c'est là où vous avez un rôle clé à jouer, parce que la sécurisation des systèmes sera primordiale. Mais en fait, vous êtes tout le temps handicapé par un état d'esprit, pardon de le raconter de cette manière, mais que je vais comparer avec les drones. Je ne vais pas me mêler de votre matière que vous connaissez bien mieux que moi. En fait, on évite depuis 30 ans, parce qu'on a décidé que nous étions dans une paix quasi éternelle, nous ne savons plus attaquer. Typiquement, les Ukrainiens sont très forts dans l'interception des drones, parce qu'ils ont d'abord commencé par faire des drones d'attaque. Et en fait, pour bien intercepter une menace, il faut savoir attaquer. Et ça, c'est quelque chose qui vous manque sans doute, parce que vous devez concevoir en permanence des menaces, mais au fond, vous ne vous êtes jamais ouvert à la possibilité d'attaquer. Y compris, c'est un débat en France, pour l'armée, oh là là, attaquer la Russie en cyber. Je parle du cyber, mais les drones, c'est exactement la même chose. Vous voulez transformer les RSSI en cybercriminels? C'est quoi le... Je pense que les RSSI... Êtes-vous prêts dans la salle à attaquer la Russie? Ont besoin de l'expérience d'organismes qui savent attaquer. Au même titre que si les Ukrainiens, aujourd'hui, c'est quand même incroyable, sont appelés à l'aide par les Américains pour lutter contre les drones dans la guerre contre l'Iran.
Pourquoi ? C'est parce qu'ils ont développé une génération de drones intercepteurs. Pourquoi ils ont développé des drones intercepteurs ? Parce qu'ils sont en pointe sur les drones d'attaque. Et finalement, ce qu'ils connaissent, c'est exactement l'histoire de l'aviation lors de la Première Guerre mondiale. Vous savez que les premiers avions, c'était tout simplement pour élever des observateurs d'artillerie, pour voir au-delà de 4 km. Et puis en fait, quand ils ont compris que leur truc était suffisamment renforcé, ils ont commencé à jeter des choses sur l'ennemi. Alors au départ, c'était des fléchettes métalliques. Après, ça a été des grenades, puis on a fait des avions de bombardement. Et quand les Alliés ont compris, les protagonistes, pardon, que les avions de bombardement étaient une vraie menace pour eux, on a créé la chasse. Et c'est exactement l'histoire des drones. On a commencé par faire des drones d'observation. Ensuite, on a fait des drones de bombardement. C'est ce qu'utilisent aujourd'hui les Iraniens. Et maintenant, on cherche à fabriquer des drones d'interception. Pardon de vous le dire comme ça, mais à mon avis, pour progresser en cyber, il faut avoir un pied dans l'attaque. C'est probablement ce qui nous manque le plus aujourd'hui dans notre culture. Et je termine avec ça, Jérémy. C'est qu'en fait, si on prend un tout petit peu de recul sur la guerre en Ukraine comme sur la guerre en Iran, mais la guerre en Ukraine est peut-être plus marquée de ce sujet-là. L'arme principale de Poutine, ce ne sont pas les drones, ce ne sont pas les missiles, c'est la peur. Et l'arme principale des Ukrainiens, c'est l'esprit de résistance. Pensez-y quand vous faites du cyber. Merci. Intéressant. Amiral, on est mauvais en attaque et donc mauvais en défense ou... C'est pas le terme qui a été dit. Le terme n'a pas été employé qu'on est mauvais en attaque. Mais là, à la fois, je rejoins ce que tu as dit et je ne le rejoins pas totalement non plus. Pour la première chose, c'est que l'attaque est marquée par un très très haut niveau de confidentialité, de secret, voire une partie de choses qui ne sont pas avouables et qui relèvent... Voilà, donc ça, c'est une partie-là. L'État français a fait le pas. On utilise l'attaque informatique, on les planifie. Moi, j'en ai conduit. Donc, c'est des capacités qui existent. On a plusieurs milliers de personnes qui sont sur ces sujets-là. Mais ça reste quelque chose qu'on ne peut pas mettre sur la table publique parce qu'il y a une partie qui est, pour faire simple, disons que c'est illégal. Voilà, parce qu'il faut avoir des malwares, il faut avoir des trucs. Non, c'est dans toutes ces choses-là. De l'autre côté, je suis totalement d'accord parce que, et notamment aujourd'hui, où on voit qu'on a énormément de travaux pour les RSSI sur la conformité qui prend énormément de temps. Du coup, ça les empêche de réfléchir et de libérer du temps pour faire de la vraie analyse de la sécurité, regarder et traiter les attaques ou réfléchir ou anticiper sur toutes ces choses-là. Donc moi, je crois énormément à ce que tu as dit, mais sous une forme un peu différente, c'est qu'on a des unités, des entités, pour le faire en interne, qui font du red team, on a des gens qui font du hacking éthique, on a des gens qui font le pentest, je le mettrai un peu à côté. Mais tous ceux qui vont travailler vraiment comme des hackers en boîte noire, le hacking éthique, le bug bounty, et notamment pour aller vérifier la validité et la solidité de sa chaîne. Donc c'est quand même compliqué parce que très souvent, vous êtes acteur de la chaîne de l'IT et vous n'allez pas vous tirer une balle dans le pied. Donc c'est ça. Il faut avoir une certaine maturité au niveau du COMEX pour accepter que le RSSI se flingue lui-même. Bon. De mon expérience du ministère des Armées, où les experts SSI étaient mes meilleurs ennemis, j'ai été obligé de faire... Mais moi, j'appartenais à la partie opérationnelle, donc j'ai pu faire un certain nombre de démonstrations, mettant à plat un certain nombre de réseaux, pour ensuite pouvoir ouvrir la discussion. Mais voilà. Donc il y a une partie, effectivement, surtout quand on voit aujourd'hui que les exfiltrations de données, ça part de partout. Je trouve ça, moi, personnellement, épouvantable par rapport à... Et puis je ne suis pas sûr que l'État réagisse bien aussi. Voilà, je suis quand même choqué sur 15 millions de données de santé qui sortent. Il n'y a pas une... Je sais pas, on dit, oui, la seule réponse de l'État à ce stade-là, c'est la CNIL va infliger une amende. Bon, je suis désolé, le fonctionnaire qui, au ministère de l'Intérieur, a fait passer son mot de passe en clair sur un mail et qui a permis à des hackers, même pas des hackers, à quelqu'un d'usurper son identité pour piquer des dossiers extrêmement sensibles, pour moi, ça s'appelle de la négligence, ça devrait être du pénal. Voilà, donc je pense qu'il y a un manque de réaction qui, pour moi, je trouve que ça dénote par rapport aux priorités qui étaient accordées entre 2010 et 2020, si je mets une date au hasard, à ce sujet-là, et on est trop dans le manque de réaction, je trouve.
Donc, il va falloir trouver des solutions pour le faire différemment. Et c'est vrai que le métier de RSSI est un métier compliqué parce que tiraillé entre le COMEX ou la direction de la sûreté et de l'autre côté, entre le DSI. Voilà. Mais effectivement, moi, je crois beaucoup au recours à tout ce qui est hacking éthique, et tout ce qui est Red Team, Bug Bounty, pour aller se faire challenger de l'extérieur, mais de façon intelligente, en expliquant, le but, c'est normal. Quand on met des moyens, on rentre chez quelqu'un, il n'y a aucune difficulté. Voilà. Aucune. Merci à tous les deux. J'ai mes questions, vous avez vos réponses. Oui. Général, l'unité européenne. Ouais, donc, je vais quand même essayer de répondre à la question de Jérémy sur l'Europe. Merci. Sur savoir s'il y a une position. Alors, je dirais, effectivement, il y a des positions. Tout le monde a réagi différemment. Je ne sais pas s'il faut parler de divergence ou de dispersion, c'est plutôt de non-coordination. Et on s'est étonné que la France n'ait pas été prévenue, que d'autres réagissent. Je dirais que c'est pas tellement un problème, enfin, vu de mon expérience américaine et anglo-saxonne, c'est pas forcément un problème de pas vouloir mettre la France ou les pays européens dans la boucle. C'est plutôt un problème structurel chez nous. C'est comment est-ce que aujourd'hui on doit évoluer. Comment est-ce que l'Union européenne, notre rapport à l'Union européenne doit évoluer, et surtout comment le niveau politique doit s'impliquer dans, aujourd'hui, tout le monde le touche un peu du doigt, dans la souveraineté numérique, qui a été évoquée depuis des années, poussée par beaucoup de monde, mais que finalement, politiquement, personne ne s'est approprié. Si techniquement ou au niveau des experts, il y a eu des avancées avec des textes qui sont sortis, qui nous ont cadré les évolutions techniques, que ce soit les RGPD, enfin tous les textes qui touchent un peu au domaine numérique, derrière, ça n'a jamais été incarné en fait dans des politiques nationales ou au niveau européen. Et je pense que le principal risque pour nous, alors le côté, pour être optimiste, je dirais qu'aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience, j'ai l'impression, au niveau de certains dirigeants, pour rester quand même modeste, de cet enjeu de souveraineté numérique et de nouvel espace de bataille qu'on connaît bien effectivement depuis des années. Mais derrière, la déclinaison, le risque que je vois, c'est que si chaque pays prend à son compte, on va faire face alors qu'il faut être soudé et avoir une approche européenne dans un monde aujourd'hui qui est revenu, on parlait de Troisième Guerre mondiale tout à l'heure, mais qui est plutôt revenu un peu la guerre froide, avec deux blocs qui ont changé. On n'est plus comme l'Union soviétique versus le bloc occidental, on est plutôt la Chine d'un côté avec ses modèles et de l'autre côté les Américains avec leurs modèles, et nous on est un peu au milieu. Donc là l'enjeu c'est quand même que collectivement on arrive à donner un cadre politique qui soit cohérent avec le cadre technique, qui soit cohérent avec le cadre économique et qui permette d'aller vers d'être une troisième voie comme on a fait à une époque antérieure pour pouvoir se positionner. Pour moi, c'est ça l'enjeu et je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, il y a encore beaucoup de prise de conscience à faire au niveau européen et des pays. Oui. Moi, si je veux juste compléter, parce qu'on suis allé à la Commission européenne avec deux délégations différentes, dont une avec le président de la région Bretagne, on a quand même senti un changement total de langage. La première fois quand je suis passé, la prise de conscience de tous les commissaires qu'on a vus était claire. Il faut faire quelque chose, il faut faire davantage de marchés, pas commun, mais de marchés domestiques. Il faut aider l'émergence d'un numérique européen, en étant tout à fait conscience que le lien avec nos amis américains restera fort parce que les entreprises ont besoin de performance et ils sont quand même extrêmement performants, mais il y a besoin de rééquilibrer la relation. Et la deuxième fois, quand on y est revenu, commençait à avoir des débuts de feuilles de route, commençait à avoir des débuts de tractation, même si sur EUCS, la divergence avec la France est forte, mais sur CADA, qui est là, qui est tout ce qui va tourner autour du cloud et de l'IA, c'est dans cette directive qui est en cours directive ou réglementation qui est en cours de négociation, que tout ce qui est l'extraterritorialité va devoir être mis. Donc voilà, donc c'est un sujet qui, si on veut être optimiste, on peut se dire que ça bouge. Si on est pessimiste, on se dit qu'à 27, on va jamais y arriver parce que les Allemands ne sont pas alignés sur les Français. Mais il y a des endroits comme ça on permet. Moi, je suis plutôt sur la version optimiste. En tout cas, j'ai qu'une conviction, c'est que plus rien ne se passe en France. Plus rien. Donc tout ce qui concerne le numérique, c'est à Bruxelles. C'est pas à Paris. Et voilà, donc à Paris, on peut faire des tas de se regarder le nombril dans tous les sens,
de faire des grandes déclarations, mais c'est à Bruxelles où il faut être. Intéressant. Moi, il y a un point qui m'a particulièrement marqué avec les récentes interventions américaines. On a l'impression qu'on attaque la tête avant d'attaquer le reste, ou même parfois sans attaquer le reste. On capture Maduro, on assassine Khamenei et une partie du commandement iranien, mais sans envoyer de soldats sur place. Est-ce que c'est un changement de la doctrine interventionniste américaine de couper la tête et puis de voir ce qui se passera après, parce qu'on ne comprend pas forcément la stratégie? En fait, il y a toujours eu un sujet quasi historique dans ces guerres, c'est de mener une guerre, au fond, sans avoir à y mettre les pieds. Et chez les Américains, pardon, mais ça a été chronique. C'est la guerre du Vietnam. Moi, j'ai été étudiant quand il y avait la guerre du Vietnam. Les Américains étaient persuadés qu'en bombardant le Laos et le Cambodge, ils allaient mettre fin à la guerre. On voit bien le résultat. Enfin, les exemples sont nombreux sur le sujet. Le problème, c'est qu'une guerre ne se gagne pas en l'air. L'arme aérienne est extrêmement importante. Mais aujourd'hui, les Américains et les Israéliens sont bloqués par le fait que, je rappelle quand même qu'Israël est à 1500 km de l'Iran, les États-Unis à des milliers. Ils n'ont pas les moyens d'une offensive terrestre. Et donc, tout en nous montrant et en nous racontant toute la journée que c'est surpuissant les moyens qu'ils utilisent, si on le rapporte à la dimension de l'Iran, qui fait 3 fois la France, ça correspond à 10 jours de bombardement sur l'Ukraine. Or, l'Ukraine est bombardée depuis 4 ans par la Russie de Poutine. Est-ce qu'on a vu le gouvernement Zelensky s'effondrer? Et donc, aujourd'hui, on voit qu'on a des dirigeants qui ne font pas la différence entre décapiter un régime et détruire un régime. Et pourtant, la distance est grande. Mon général, parce que d'habitude, oui, on se dit oui, que... Mais je pense qu'effectivement, il y a toujours eu le mythe qu'on pouvait gagner les guerres à distance sans mettre de soldats au sol. Je pense que là, ce qui change un peu la donne, et c'était un peu évoqué aussi par Arnaud tout à l'heure avec le clan MAGA, c'est que leur maîtrise de l'espace numérique leur donne l'impression, et le dogme, les nouveaux concepts de guerre cognitive, guerre de l'information, guerre de l'influence, ça leur donne l'impression d'avoir un levier supplémentaire qui peut leur permettre, en complément des moyens physiques, dans le champ des perceptions, de pouvoir changer la donne. Et aujourd'hui, c'est pas quand on voit les 2 acteurs qui ont été engagés. D'habitude, quand on fait des guerres comme ça, l'Irak, on était en coalition. Ils nous ont sollicités. Là, on n'a pas été sollicités. Et les 2 acteurs... 49 coalisés, je crois, pour l'Irak. Oui, c'est ça. On était une coalition. Là, aujourd'hui, les 2 acteurs qui interviennent, c'est les 2 qui sont le plus en avant dans le domaine du numérique. Israël, qui depuis plus de 20 ans travaille sur la pénétration de tous les réseaux et la maîtrise de l'espace cyber, digital. On ne sait même pas jusqu'où ils sont allés. Quand vous regardez le Hezbollah qui s'est fait décapiter avec on en avait parlé l'année dernière, mais les beepers, c'est impressionnant. Donc en fait, là aujourd'hui, ces 2 acteurs, je pense, on se sont permis d'aller de l'avant et sans aller chercher une légitimité internationale, comme on avait eu le cas avec les coalitions, parce qu'en fait, ils se considèrent comme les plus en avant dans cette maîtrise de la guerre cognitive, des réseaux et de l'espace numérique. Donc là, c'est là où nous, il faut qu'on se pose des questions. C'est est-ce qu'on y croit, est-ce qu'on n'y croit pas? Et je pense que l'issue, alors plus que la guerre en Ukraine que tu évoquais, mais l'issue de la guerre en Iran, de savoir si en fait ce nouvel outil complémentaire des espaces, je dirais, physiques, va permettre de gagner une guerre à distance. C'est un peu leur hypothèse. Donc là, ça va être intéressant de regarder si c'est possible ou pas. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en fait, l'espace ou la maîtrise, le maintien de la population est assez fort. 47 ans où, en fait, toute une partie de l'État a été complètement sécurisée. Et sachant qu'en plus, ils réussissent à couper l'accès à toute communication satellitaire. Aujourd'hui, 40 à 50% des flux satellitaires des satellites de Musk sont brouillés par des brouilleurs russes. Et donc, il y a des adaptations en cours pour essayer de rétablir les flux. Mais en fait, blackout qui est mis sur l'Iran, qui est fait dans l'espace informationnel. Donc en fait, cette maîtrise, on voit qu'en fait, ils arrivent quand même à empêcher
la pénétration de cet espace informationnel. Et je pense que du côté de l'offensive, probablement que ça n'avait pas été anticipé. Donc voilà, je pense que l'enjeu, ça va être ça, dans cette nouvelle comment dire, avancée dans le domaine de la conflictualité. Est-ce que la guerre cognitive, comme c'est un peu théorisé depuis quelques années, finalement est un game changer ou pas? Est-ce que l'IA, c'est pareil, hein, là en fait, leur hypothèse, c'est que l'IA finalement permet d'accélérer la boucle OODA. C'est-à-dire que observation, orientation, décision, action. Et en fait, cette boucle, elle tournait jusqu'à maintenant quasiment à la vitesse de nos opérateurs. Et c'était quasiment un cycle d'une journée. Il y avait des boucles un peu plus courtes, mais pas beaucoup. Et là, en fait, leur hypothèse, c'est que cette boucle, en fait, va pouvoir être accélérée par l'utilisation de l'intelligence artificielle pour se repositionner plus rapidement. Ça, je dirais, je ne vais pas me prononcer. Est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? En tout cas, pour nous, l'enjeu, une fois de plus, hein, si on regarde, si on est observateur, et qu'est-ce que nous, on doit apporter? Je pense que c'est, observer ce qu'ils font, et deux, essayer de maîtriser ces outils, parce que dans tous les cas, c'est des choses qui pourront être utilisées contre nous. Et si vous regardez dans la maîtrise de cet espace numérique, en fait, tout ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, finalement, leur a permis de désigner les premières cibles et de décapiter la tête. Hein. Donc, ce qu'on peut faire au niveau militaire, c'est pareil dans les entreprises. Tout à l'heure, le DRSD parlait du risque réputationnel qu'il faut prendre en compte. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont présentes dans cette salle, finalement, votre surface, je dirais, informationnelle, c'est un espace de conflictualité qui dépasse le ministère des Armées et dans lesquels vous allez vous faire attaquer. Et la menace, elle est quasiment aussi importante que d'avoir une pénétration cyber. Ouais, sans transition, ça me permet d'embrayer sur ma question sur l'IA. Donc, comme vous me le rappeliez, en effet, l'IA est aujourd'hui utilisée dans le cycle de commandement que vous évoquiez pour frapper plus précisément, pour prendre de la décision plus rapidement. On a eu une interview de Dario Asmodei, fondateur de Claude, qui a bien expliqué dans quelle mesure son IA, mais aussi les autres, travaillaient en collaboration étroite avec le Pentagone. Ce qu'il a noté, j'ai trouvé ça intéressant, c'est qu'il y a uniquement 2 usages sur lesquels il a refusé de s'engager avec le Pentagone. C'est la surveillance de masse et l'utilisation de l'IA dans des robots tueurs, hein, donc des robots capables de prendre eux-mêmes la décision de tirer. Mais ça veut dire que pour tout le reste, il est d'accord. Et je crois qu'il citait 99 autres utilisations. Donc l'IA est au cœur, semble-t-il aujourd'hui, des processus militaires. Ce sont des technologies qui en plus sont duales, puisque quand on les utilise, on les entraîne. Donc ça veut dire que techniquement, le fait d'utiliser Claude, est-ce que ça veut dire qu'on entraîne les IA militaires du Pentagone? Ça aussi, c'est vertigineux. Et du coup, moi, ma question, c'est par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a aujourd'hui un enjeu de sécurité, de souveraineté, par rapport au fait d'avoir des dépendances vis-à-vis de ces technologies? Tu l'as dit toi-même, c'est vertigineux. Oui, je pense qu'on est devant quelque chose qui est vertigineux. Et derrière, ce n'est pas qu'une technologie. C'est une technologie qui s'appuie sur un iceberg d'infrastructures, de cloud, de puissance de calcul qui vont encore être bouleversées par le quantique et ainsi de suite. Et ça, utiliser une IA... on en parle juste après du quantique. Utiliser une IA dont on n'a aucun moyen de savoir quel niveau de confiance on peut mettre dans cette IA, typiquement ChatGPT, Claude ou ainsi de suite. C'est-à-dire que vous acceptez d'être totalement dépendant de votre partenaire. Et ça, que ce soit vrai pour le monde étatique, que ce soit vrai pour le monde de l'entreprise. Déjà, à une époque, le fait de confier des données, vos données étaient sous cadre juridique. Aujourd'hui, confier à une IA comme ChatGPT des choses, c'est-à-dire que vous confiez les secrets, les processus, les questionnements profonds de vos entreprises à un partenaire extérieur. Grave ou pas grave, ça dépend de l'endroit où vous êtes. Mais une IA, effectivement, ça se met dans une infrastructure, donc des data centers, des puissances de calcul, il faut les avoir. Et puis derrière, il faut entraîner l'IA avec des jeux de données. Selon la nature des jeux de données, vous pouvez orienter la façon dont votre IA va décider, et ainsi de suite. Et quand vous vous remettez dans une coalition comme l'OTAN, typiquement, vous avez la notion de nation cadre. C'est une nation qui fournit le système d'information, le renseignement à un groupement de nations. Dès que l'opération est importante, la nation cadre dans l'OTAN, ce sont les États-Unis.
Donc, donc c'est elle qui tient le renseignement, c'est elle qui tient les processus décisionnels, et c'est elle qui met son IA, qui mettra son IA, son Palantir au-dessus. Donc là-dedans, vous n'avez plus aucun moyen de savoir si les informations qu'on vous donne sont vraies, si le processus décisionnel est propre, ou alors il est biaisé. Oui, donc le fait d'utiliser des IA fait que l'on rentre dans un processus de dépendance ou de relation avec un partenaire qui mérite d'être repesé pour savoir si c'est grave ou pas grave pour votre entreprise. Mais effectivement, ça augmente aussi votre surface d'attaque, comme ça a été dit. Donc, et puis, c'est pas fini, parce qu'on parle de l'IA générative, il y a l'agentique qui arrive, il y a l'IA comportementale qui arrive, puis après, il y a le quantique. Donc, tous les 6 mois, en gros, il faut quand même se préparer à quelque chose de nouveau. Voilà. Je crois que vous allez bien en parler tout au long de la journée. Guillaume ? Je vais vous faire un détour en 3 points sans PowerPoint. Le premier, c'est le système de renseignement. Si vous observez bien la situation en Ukraine, il y a un truc qui est bluffant. C'est qu'en 4 ans, les Ukrainiens, qui sont quand même 5 fois moins nombreux que les Russes, ne se sont jamais fait surprendre. Pourquoi ? Parce que c'est le système de renseignement américain qui est devenu tellement puissant qu'ils en sont quasiment à faire du prédictif. C'est-à-dire qu'ils sont capables, 2 à 3 semaines à l'avance, de dire aux Ukrainiens, voilà ce qu'ils préparent en réalité. C'est pour ça que malgré les 2200 km de frontières entre la Biélorussie et la Russie, les Ukrainiens n'ont jamais été débordés. Contre-exemple, Koursk, Donald Trump décide que c'est terminé, que les Ukrainiens doivent se replier de cette minuscule incursion sur le territoire russe, 3 jours. En 3 jours, les Ukrainiens ont été obligés de revenir tellement ils se sont fait déborder et aveugler par l'absence du système de renseignement. Mais en fait, ce système de renseignement, il est d'une puissance colossale parce que les Américains ont investi dessus depuis des décennies. Ils arrivent à capter à peu près toutes les datas qui circulent, mais surtout, c'est l'IA qui leur permet de les interpréter. Sinon, n'importe qui serait étouffé par la puissance, par l'importance des données dont ils disposent. Et ça devrait nous interroger sur la manière dont on doit s'organiser en Europe. Et je vais prendre mon deuxième détour. Aujourd'hui, l'armée la plus puissante du monde, elle est reconnue, c'est l'armée américaine. Imaginez une minute qu'il n'y ait pas une armée des États-Unis, mais une armée par État américain. 50 armées différentes, et je ne compte pas le Canada. Tout le monde se moquerait de l'implication de l'armée de l'Ohio, qui de toute façon a décidé de ne pas acheter les mêmes avions que le Michigan, parce qu'au Texas, ils fabriquent je ne sais pas quoi. Ben ça, c'est l'état de l'Europe. En fait, on n'est pas faible militairement, on est dispersé. Sans mettre un euro de plus dans nos armées, si simplement on rassemblait les armées des 30 pays européens, je rajoute la Norvège, la Grande-Bretagne et la Suisse, on va laisser la Suisse de côté et on va enlever la Hongrie, on aurait la 2e armée du monde. Donc, en termes de système de renseignement, en termes de cyber et d'intelligence artificielle, si nous étions un peu plus réunis, nous serions probablement la 2e puissance du monde. Et ça devrait nous interroger sur le cadre politique. Parce que je crois que c'est toi qui l'as dit en premier. Le sujet européen, c'est d'abord un sujet politique. Je suis effaré aujourd'hui. Chaque fois qu'on parle de sécurité, de défense et de guerre, on commence par faire parler les militaires et puis ensuite les financiers. Alors qu'en réalité, une armée est toujours au service d'une autorité politique. Donc tant qu'on n'aura pas réglé la question de l'autorité politique en Europe, qui aura légitimité pour prendre les grandes décisions d'investissement, les décisions de long terme, parce que tout ça, ce sont des investissements de long terme. En fait, il n'y aura pas de défense européenne, au même titre qu'il n'y aura pas de souveraineté européenne tant que nous n'aurons pas réglé cette question d'autorité européenne. Alors moi, mon général, j'aimerais bien vous faire réagir, parce que Guillaume, tu indiques bien que l'armée est au service du politique, mais le politique est au service du peuple. Il y a plusieurs peuples en Europe, donc comment est-ce qu'on fait pour coordonner tout ça ? Alors, le premier assessment qu'a rappelé Guillaume, effectivement, le militaire est strictement subordonné au politique. Et aujourd'hui, le problème européen, c'est qu'il n'y a pas d'autorité politique incarnée pour faire une opération européenne. Donc on parle souvent d'une armée européenne ou d'une défense européenne. Ça passe par là. Néanmoins, en dessous, comme c'était rappelé également, on a un ensemble d'armées qui savent travailler ensemble. Et les coalitions ad hoc qu'on a pu faire
avec une directive politique claire, ont permis de mener des opérations, mais on n'est pas dans une échelle, on a une échelle plus petite. Je pense que l'enjeu qu'il y a derrière, effectivement, et aujourd'hui, c'est toujours quand il y a des ruptures stratégiques qu'on repart avec, je dirais, sur la même ligne de départ que les autres. Et on se fait toujours attaquer par les nouveaux domaines de conflictualité. Donc aujourd'hui, le nouveau domaine de conflictualité, c'est le numérique, c'est l'espace digital, on peut dire tout ce qu'on veut. C'est celui-là qu'il faut maîtriser. Et donc aujourd'hui, il ne faut surtout pas rater le départ et se structurer autour de ça. À la limite, moi, en tant que militaire, je dirais que si j'ai une mosaïque de capacités, les avions de l'Ohio et les avions du Minnesota, c'est pas grave, s'ils sont différents. En revanche, ce qu'il me faut, parce qu'on a cette inversion du métal et du digital, c'est que je veux avoir la maîtrise de l'espace digital. Et ça, il faut l'avoir au niveau européen. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher cette souveraineté européenne. Si on ne va pas chercher cette souveraineté européenne dans un espace digital, et je sais qu'on part de loin, tu pourras compléter, mais on ne pourra rien faire parce qu'on sera dépendant. Et on ne pourra agir que par petites briques. Donc je pense que ce qu'on a fait dans les années 60 avec la bombe nucléaire, où on s'est dit il faut l'avoir, et on a fait l'œuvre commune, on s'est fédéré, tout le monde s'est mis autour de la table, universitaires, utilisateurs, industriels, politiques, et on a fait un projet. Aujourd'hui, je pense que la vraie œuvre commune qu'il faut faire, c'est le numérique. Retrouver une souveraineté numérique. Sinon, on pourra construire tout ce qu'on veut. On sera dans une mosaïque où on ne maîtrisera pas en fait cet espace digital, qui aujourd'hui est la matrice. Voilà, bon, les mosaïques, artistiquement, c'est joli, mais Arnaud, est-ce que c'est efficace ? Une mosaïque, ça dépend pourquoi. Dans ta salle de bain, probablement. Non, mais au-delà de la souveraineté numérique, effectivement, qui est le socle de base, aujourd'hui, dans l'Union européenne, il y a des capacités de générer des forces, de faire des opérations de petit niveau, mais il n'y a pas de système de commandement digne de ce nom, ni de système de renseignement digne de ce nom. Donc ça veut dire qu'une coalition européenne, soit elle travaille à l'ancienne, comme on le faisait dans les années 90-2000, mais elle n'a pas des systèmes renseignement du niveau que peut amener l'OTAN. Et derrière l'OTAN, c'est le système américain. Pour la planification des opérations aériennes, typiquement, c'est un système américain qu'on utilise. Et voilà. Donc, donc, pour pouvoir faire ça de façon indépendante, ça veut dire que derrière, il faut qu'il y ait une infrastructure européenne indépendante, il faut qu'il y ait un Mistral AI, il faut qu'il y ait un stack IT, j'en sais rien. Mais effectivement, il faut qu'il y ait des champions européens à différents endroits. Le côté innovation, start-up, PME, je pense qu'on n'est pas trop mal lotis. On voit qu'il y a énormément de PME qui travaillent autour de l'IA, y compris de l'IA au profit des armées. En France, vous avez l'agence ministérielle de l'IA de défense, qui voit quand même pas mal d'entreprises qui viennent passer un partenariat avec Mistral AI. Mais c'est le socle derrière qui manque. Et au niveau européen, c'est cette espèce de système de planification et de conduite d'opérations communs que l'on n'a pas et qui manque effectivement beaucoup plus que les forces, parce que le nombre de frégates, le nombre de chars, le nombre de régiments, il y a le volume. Et les gens sont habitués à travailler ensemble, puisque depuis des années, on travaille sur les processus de l'OTAN. Donc intégrer une compagnie portugaise avec une compagnie française et une compagnie grecque, on sait faire. Pareil pour les bateaux, on travaille. C'est naturel pour nous. Super. Bon, alors pour conclure, puisqu'on arrive à la fin de cette belle table ronde pleine d'optimisme, c'est qui le prochain ? Après l'Iran, après le Venezuela, Trump a visé Cuba, mais bon voilà. Je pense qu'il a quasiment tout fait. Ouais, il en reste des pays dans le monde. Hein. L'Afrique est pas mal quand même en ce moment aussi. On n'en parle pas, mais il se passe des trucs en Afrique, il se passe des trucs entre l'Inde et le Pakistan. Le suivant, c'est probablement l'incohérence de Trump. C'est-à-dire que, en fait, c'est le précédent aussi. On peut rien prévoir avec lui parce que lui-même ne sait pas ce qu'il va décider. Actuellement, il parle de Cuba. Il nous a parlé du Groenland qu'il a quand même sorti de son chapeau à un moment où personne ne s'y attendait. C'était juste le point le plus opposé de la guerre en Ukraine sur lequel on voulait le concentrer. Ouais, mais en même temps, il ne connaît pas le nom du Premier ministre groenlandais, donc pour l'assassiner, c'est pas grave dans son esprit. D'ailleurs, il ne se souvient pas qu'il a abandonné, puis il peut très bien y revenir. Demain, ça peut être la Guyane, en estimant qu'au fond, ça fait partie de l'espace américain, que ce n'est pas normal que les Français aient une partie de la forêt amazonienne. En réalité, avec Trump, la seule constante, c'est son imprévisibilité. Mon général, le prochain, la Guyane. Bon. Oui, alors... Bon, après, il y a tout un système derrière Trump qui
travail quand même. Alors, sur Cuba, moi je pense que c'est pas forcément un sujet pour nous, c'est plus de la politique interne. S'il y a une opération à Cuba, je pense qu'on va pas être franchement touché. On n'envoie pas le Charles de Gaulle. Et deuxième point, en revanche, ce que je vois qui me semble plus important sur une prochaine cible, ça va être la cristallisation autour de Taïwan. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même 70%. Regardez tous là sur les approvisionnements que vous avez, tout ce qui vient de Taïwan, de TSMC et tout ça. Et là, je pense que là, on va mesurer le risque qu'il y a si il y a la même chose qui se passe à Taïwan. Et je pense que c'est peut-être là, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un repositionnement qui est en cours de certains camps industriels. Mais si on regarde quand Apple est sorti pendant la crise Covid, s'est repositionné en dehors de la Chine, ça lui a pris 4 à 5 ans pour se repositionner en Inde ou dans d'autres pays. Donc là, aujourd'hui, moi, la cible qui me semble la plus dangereuse aujourd'hui, s'il bouge, ça serait celle-ci. Voilà, les paris sont ouverts. Merci beaucoup à tous les trois. Tonnerre d'applaudissements pour nos intervenants.